Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 7 décembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui dans votre podcast, 2024 a été une année compliquée pour les entreprises et les avocats d'affaires belges sont débordés par les restructurations. Quelle est la cause de ce problème ? Peter Timmerman, CEO de la FEB, pour nous éclairer. Certaines parties de l'industrie sont en difficulté et on le voit maintenant. Il grimpe et bat des records, le Bitcoin n'a jamais été aussi haut. Mais comment sommes-nous taxés sur ces plus-values ? Il n'existe aucune disposition fiscale qui sont spécifiques aux crypto-monnaies. Cela semble flou juridiquement. On vous explique avec Baptistin Alem, avocat fiscaliste chez Tuerlings Tax Lawyers. Nous finirons ensuite par le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui viendra vous parler de la situation politique en France, quelque peu chaotique. Z sur 7 à la une. Vanol, Audi ou encore Esprit, 2024 aura été une année particulièrement difficile pour les entreprises en Belgique. Et 2025 ne s'annonce pas meilleur. Selon De Teyde, les avocats d'affaires belges croulent sous les dossiers de restructuration. Une vague de licenciements massifs est à prévoir l'année prochaine. Si aucun nom d'entreprise n'est cité, la FEB ne se dit pas surprise. Peter Timmerman, son CEO. Et il y a un an, j'ai dit que quand les coûts salariaux sont beaucoup élevés, trop élevés par rapport à nos voisins, quand le prix de l'énergie est 3 fois plus cher chez nous et quand la paperasserie administrative nous coûte plus d'1 milliard en plus comparé à il y a quelques années, forcément l'industrie et surtout certaines parties de l'industrie sont en difficulté et on le voit maintenant. Cette perte de compétitivité touche toute l'Europe, mais les spécificités belges posent problème aux groupes internationaux. L'indexation automatique des salaires en est le parfait exemple. Jérôme Aubertin, avocat spécialisé dans le droit du travail, nous explique ce principe. Si vous augmentez votre personnel, vous avez deux choix. Soit vous répercutez ça dans votre prix de vente, soit vous ne le répercutez pas. La plupart le répercutent. Mais si vous le répercutez, ça veut dire que vos fournisseurs, potentiellement, vont répercuter aussi l'augmentation du coût. Et ça veut dire que, donc, quand vous regardez votre liste de coûts pour votre produit ou service, vous avez votre personnel qui augmente de l'indexation, puis vous avez les coûts des fournisseurs qui vont aussi augmenter mécaniquement sous l'effet de leur indexation de leur propre personnel. Du côté de la FEB, les coûts de l'énergie et la lourdeur administrative handicapent nos performances économiques. La future coalition Arizona sait ce qu'il lui reste à faire si elle veut inverser la tendance. Z sur 7 à la une. Alors que la valeur de la plus célèbre des crypto-monnaies bat des records, certains se demanderont peut-être comment seront taxés leurs gains. La matière est encore jeune et les règles du jeu fiscal pas encore très claires. Baptistin Alem, avocat fiscaliste chez Tuerlings Tax Lawyers. Il n'existe aucune disposition fiscale qui sont spécifiques aux crypto-monnaies. On n'a toujours pas de circulaire qui expliquerait le régime dans son ensemble et l'application concrète. Donc ça, on attend quand même une circulaire de l'administration fiscale. Et on a quelques réponses à des questions parlementaires qui clarifient certains éléments et les rulings qui sont des décisions sur des cas individuels prises par l'administration où on peut dessiner des lignes générales. Et dans ces grandes lignes, on peut distinguer 3 types d'investisseurs, chacun taxé différemment. Tout d'abord, le professionnel ou trader qui sera taxé de manière progressive. Ensuite, l'investisseur raisonnable qui sera exonéré d'impôts sur ses gains. Et pour finir, le spéculateur, lui, voit ses plus-values taxées à 33%. Tout l'enjeu est évidemment de définir la frontière entre l'investisseur raisonnable et le spéculateur. Baptistin Alem, encore une fois. Il y a 3 sous-questions à se poser. Est-ce que l'investissement que j'ai réalisé n'est pas trop important par rapport à mon patrimoine mobilier? Et on a un seuil de tolérance au niveau de l'administration fiscale à 20-25%. Ensuite, est-ce que je fais beaucoup d'opérations? Est-ce qu'elles sont fréquentes? Et est-ce que j'ai une durée de détention qui est courte? Au plus vous avez une durée de détention longue, au plus vous êtes dans la gestion normale de patrimoine. Dans tous les cas, les comptes crypto doivent être déclarés au point de contact central de la Banque nationale, comme pour tous les comptes bancaires à l'étranger. Z sur 7 à la une.
Comprendre la tarification appliquée à la recharge de sa voiture électrique est une gageure pour de nombreux automobilistes. Mais la situation s'améliore peu à peu. Depuis avril, un règlement européen impose aux opérateurs d'afficher clairement les coûts de transaction sur les nouvelles bornes de recharge rapide. Robin Loz, expert en mobilité, nous explique. Le règlement prévoit notamment une meilleure transparence des prix, un affichage de ces prix sur les bornes rapides, une disponibilité des prix sur les bornes plus lentes, donc via une application tierce par exemple, mais surtout l'esprit du texte prévoit beaucoup plus de protection pour le consommateur. Malgré ces avancées, les différences de prix entre deux bornes publiques offrant un même service restent difficiles à appréhender pour de nombreux automobilistes. Une borne peut facturer 30 cents par kilowattheure, mais ce sera 90 cents quelques kilomètres plus loin. Philippe Van Geel, directeur de EV Belgium, nous donne quelques conseils pour nous y retrouver dans cette jungle. Et c'est pour ça que de premier principe, si on conduit une voiture électrique, c'est de charger. Le plus lent, c'est la première étape. À la maison, chez l'employeur, ou une borne publique lente sur le terrain public. Ça sont les options le moins chères. Et c'est seulement quand on va faire un trajet exceptionnellement plus loin qu'on va utiliser ce borne-là. La nouvelle réglementation prévoit aussi la possibilité de payer avec sa carte de banque sur les bornes de recharge rapide. Jusqu'ici, le consommateur devait naviguer entre différentes cartes sans réellement connaître les frais associés. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Comme dans chaque podcast, nous analysons l'évolution et les tendances des marchés boursiers avec l'aide d'un expert. Récemment, d'importants chiffres concernant l'emploi aux États-Unis ont été publiés. Philippe Évrard, stratégiste chez Belfius, nous éclaire. Alors c'est comme tous les mois, donc il y a le BLS, le Bureau of Labor Statistics, qui sort une série de chiffres. On va commencer avec les NFP, donc c'est les Non-Farm Payrolls, c'est-à-dire en fait la création d'emplois, hormis le secteur agricole qui est très, très volatile. Alors on attendait ces chiffres solidement à la hausse, vu que le mois passé c'était beaucoup plus bas, notamment suite aux ouragans qui ont mis beaucoup d'entreprises en difficulté, oui, et à leur Boeing, effectivement, donc ça c'était des grèves. Et on attendait cette création à plus de 200 000 jobs en un mois, et en fait on est arrivé à 227 000 emplois. Il y a aussi parmi d'autres une communication publiée sur les perspectives de chômage. Philippe Évrard. Alors on l'attendait à 4,2% versus 4,1% le mois passé, et ça a été le cas, donc on a 4,2%, donc un taux de chômage qui augmente un tout petit peu. Alors toutes ces statistiques de l'emploi sont évidemment très fortement suivies par le monde financier et le monde économique, mais ce sont des chiffres qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de précaution, parce que lorsqu'ils sont corrigés les mois suivants, on peut avoir des variations qui vont du simple au double, ce qui est des fois hallucinant. L'économie américaine va bien, elle fonctionne bien, alors oui, on a un taux de chômage qui augmente un tout petit peu, ça peut donner du grain à moudre pour la Fed qui devrait probablement baisser son taux directeur. Donc cet élément devra peut-être l'inciter le 18 décembre à baisser encore ce taux directeur, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises et ce qui pourrait permettre justement d'alimenter ce fameux rallye de fin d'année. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Nous arrivons à la dernière rubrique de ce podcast avec le regard décalé d'Hamid Faljaoui sur l'actualité. Aujourd'hui, le rédacteur en chef de Trends Tendance nous parle du renversement du gouvernement français. Malgré cette annonce, les marchés financiers restent relativement calmes. Tout d'abord, comment peut-on expliquer cela ? Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant, d'autant que le ministre Barnier, qu'on voit le Premier ministre ici à l'écran, c'est pas gêné de dire qu'après lui, ce serait le chaos. En fait, il a parlé de tempête financière. Son ministre du Budget a parlé effectivement de chaos financier. Sa porte-parole a même parlé d'un éventuel scénario à la grecque. Et rien de tout ça ne s'est vraiment produit. Alors après, c'est un peu de bonne guerre. Je veux dire, c'est comme quand un CEO remplace un autre. On dit toujours qu'un CEO va sans doute dire qu'il succède à un incompétent et qu'il sera remplacé par un imbécile. Donc on est un petit peu dans ce scénario-là, ici avec Michel Barnier. La presse aussi a dit qu'on allait avoir un chaos, etc. Pour le moment, on ne le voit pas et on parle aussi d'instabilité. Alors,
Peut-être que ça va venir à moyen terme, mais je voudrais quand même signaler que sous Macron, c'était pas non plus l'immense stabilité. D'abord, sous son règne, il y a quand même eu plus de 1000 milliards d'euros de dette publique en plus, c'est pas mal. Alors c'est vrai que le Covid est passé par là, mais d'autres pays ont aussi le Covid et n'ont pas vu leur dette publique ou leur déficit augmenter autant. Et quand on parle de stabilité politique, je rappelle simplement, je regarde mon copion, sous le règne de Macron, il y a quand même eu 5 premiers ministres, 4 ministres de l'Intérieur, 8 ministres de la Justice, 6 ministres de l'Agriculture, 4 ministres des Affaires étrangères. Donc c'est tout sauf de la stabilité aussi. La France reste la deuxième économie la plus importante d'Europe. Les marchés sont restés calmes et on ne peut pas comparer la France à la Grèce. Hamid Faljaoui, est-ce une stratégie politique pour faire peser sur le gouvernement Barnier un manque de légitimité et d'efficacité ? Alors, moi, je suis pas en train de dire que ce qui s'est passé en France est bon, surtout que c'est la deuxième puissance économique de la zone euro. C'est vrai qu'on dit souvent que pour l'Europe, quand on lit la presse anglaise, winter is coming, parce que quand on voit qu'il y a des problèmes politiques en Allemagne, première puissance économique, ici, il n'y a pas de gouvernement pour la deuxième puissance économique de la zone euro, c'est pas très bon. Alors, on n'est pas dans un scénario à la grecque pour plusieurs raisons. D'abord, pour le moment, pourquoi est-ce que les marchés financiers sont relativement calmes ? C'est parce que ça a été, comme on dit dans leur jargon, vous avez un expert qui va me succéder dans quelques minutes, ça a été pricé, c'est-à-dire en fait, ça a été déjà anticipé par la hausse des taux d'intérêt que l'on demande à la France. Ensuite, les situations ne sont pas exactement les mêmes. Ça veut dire que quand le gouvernement socialiste est arrivé grec au pouvoir, il a découvert tout d'un coup que le déficit budgétaire n'était pas de 6%, mais de 12% et qu'il y a eu malversation, tout à fait malhonnêteté, tricherie. Ici, c'est vrai qu'il y a eu aussi un changement dans le déficit budgétaire. Avant les élections européennes, il était à 4,5% et là, à 6%. Alors, c'est pas comparable, c'est quand même pas le double. Et puis ici, c'est plus une incompétence qu'une tricherie. Et on n'est pas tout à fait dans la même situation, dans le sens où, quand il y a eu la crise grecque, les instances européennes ne savaient pas très bien comment se dépêtrer de ce problème-là, et on a tâtonné pendant 3 ans, et il a fallu l'arrivée de Mario Draghi avec sa fameuse phrase « whatever it takes », je ferai tout ce qu'il faut, pour que les marchés financiers se calment et arrêtent de se déchaîner contre cette pauvre Grèce. Aujourd'hui, on a les instruments, on sait comment on peut travailler. Donc, c'est déjà pas la même chose. Et puis, il y a une grande différence, c'est que la France est effectivement une grande puissance économique, et elle a une dette publique qui la protège, qui est de 3200 milliards d'euros. Elle est énorme. Avant, quand les investisseurs institutionnels, les banquiers, les assureurs, que sais-je, voulaient se délester de leur dette grecque, ils pouvaient facilement trouver d'autres obligations pour remplacer. Pour la dette française, c'est plus compliqué parce que soit vous allez aller, par exemple, acheter des obligations américaines qui vous donnent du 4% et vous prenez le risque de change avec le dollar, soit vous allez sur des obligations allemandes mais qui rapportent moins que les obligations françaises, et si vous en achetez beaucoup, les taux d'intérêt vont aussi diminuer. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, c'est un État qui est quand même basé sur une population qui est quand même relativement riche. Et donc, la force d'un État, c'est qu'il peut lever des impôts. Pour finir, le financement de la dette va-t-il peser sur les investissements publics ? Sur les investissements publics et surtout, en fait, la charge d'intérêt va augmenter. On a calculé que cette année-ci, la charge d'intérêt en France est de 50 milliards. L'année prochaine, elle sera de 55 milliards. C'est autant d'argent qu'on ne pourra pas donner ni à la santé, ni à la justice, ni à la défense, ni par exemple à la transition énergétique. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pas Apocalypse Now. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode et le rendez-vous avec notre épisode spécial, l'invité du Trendstalk. Demain, Olivier Mouton reçoit Chris Peters, CEO du groupe Bipost, pour discuter de son bilan de l'année et de l'évolution du marché de la livraison. Excellent week-end. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.